Quand la passion devient une addiction, vous avez peut-être un ado qui joue plusieurs heures par jour, ou vous êtes vous-même un gamer et vous vous demandez jusqu'où c'est normal. À partir de combien d'heures par semaine peut-on parler de dépendance? Est-ce que certains jeux sont plus accrocheurs que d'autres? Peut-on vraiment devenir malade du jeu vidéo? Et surtout, comment on soigne tout ça? On parle aujourd'hui d'un sujet de santé mentale encore mal compris, mais assez fréquent, l'addiction aux jeux vidéo. En effet, ce trouble a été officiellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé en 2018 comme une addiction comportementale. Et en France, quelques addictologues se sont emparés du sujet, comme notre invité. Le docteur Olivier Fan, pédopsychiatre, il dirige la consultation jeunes consommateurs de la Croix-Rouge à Paris et le service d'addictologie de la clinique de la Fondation Santé des étudiants de France à Sceaux, près de Paris, où la Fondation propose un duo soins et études. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Olivier Fan, bonjour. Bonjour. Alors, on a d'abord besoin de bien comprendre qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'addiction aux jeux vidéo. Parce qu'on se dit, bon, c'est logique, les jeux vidéo, on est passionné, on joue avec d'autres, donc on rentre dans une espèce de plaisir participatif. Et puis en fait, vous nous dites, non, ça peut devenir un trouble psychiatrique. Alors, tout dépend évidemment des circonstances et de la personnalité. Pour la majorité des joueurs, ça sera un loisir, une passion. Mais une petite partie d'entre eux qui présentent des fragilités au niveau psychique utiliseront, si je peux résumer comme ça, le jeu pour combler un manque lié à leurs troubles initiaux et ça ne résoudra pas le trouble, ça l'aggravera. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'adolescent qui n'est pas à l'aise en classe, qui pense qu'il a de mauvais résultats, qui va sur les jeux et trouve un moyen d'améliorer son estime de lui, eh bien, il continuera sur ces jeux, abandonnera progressivement les études pour ne se consacrer qu'à un outil qu'il utilise un petit peu pour calmer, pas, je dirais, par passion, mais pour combler une fragilité psychologique. Il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo sans fragilité psychologique initiale que le jeu ne viendra pas résoudre, mais aggraver. Autrement dit, le jeu doit rester un jeu, mais pas un moyen de résoudre d'autres problématiques qui doivent se gérer autrement. Donc, si l'on vous comprend bien, c'est une question de motivation et de terrain. Tout à fait. Ce qui a été montré dans les études récentes, c'est vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à jouer? Est-ce que c'est pour un moment de détente? Mais est-ce que c'est parce que vous avez des débuts d'éléments de dépression, des éléments phobiques? C'est-à-dire, par exemple, vous avez du mal à parler aux autres, à rentrer en contact avec les autres. Et le jeu, alors chez certains, ça va faire en sorte qu'ils pourront ensuite passer dans la vie réelle, et d'autres qui s'y enfermeront. Ils disent, voilà, moi j'ai mon monde virtuel, j'y reste, et plus je reste dans mon monde virtuel, eh bien, plus j'ai peur d'accéder au monde réel. Donc, chez certains cas, le joueur normal, ça peut être un tremplin, et pour d'autres, et c'est ceux qu'on voit en consultation ou en hospitalisation, vont s'y accrocher, vont s'y ancrer. Et c'est vrai que certains jeux le permettent de s'y adonner quasiment 24 heures sur 24. Alors justement, on disait tout à l'heure que l'OMS l'avait reconnu comme un trouble addictionnel. Est-ce que ça a changé quelque chose justement dans les définitions et surtout dans l'approche que les professionnels de santé peuvent avoir? Oui, la première, c'est qu'on peut les prendre en charge. L'assurance maladie prend en charge des maladies. Si le trouble n'est pas classé comme maladie, eh ben, on ne peut pas les prendre en charge. Donc ça, c'est très important. Comme j'ai dit, une majorité de joueurs, ça se passera sans problème. Une minorité déjà fragile, ça va aggraver leur fragilité. Ils ne parleront plus que ça et que finalement, leur offrir la possibilité de leur venir en aide par cette mode d'entrée-là va nous permettre de les prendre en charge. De surcroît, tout le reste s'enchaîne. Nous menons actuellement une étude pour voir quels sont les meilleurs moyens thérapeutiques pour venir en aide à ces adolescents et ces familles. Si c'est
pas reconnu, ça coince tout le reste. Donc je crois qu'il ne faut pas diaboliser d'un côté, mais ne pas être naïf quant aux éventuelles conséquences que ça peut avoir. Vous êtes joueur vous-même? Vous avez été obligé de vous mettre au jeu pour comprendre? Je jouais longtemps, pour vous dire. Il y a un moment donné, j'étais en train de jouer, je vois le jour, je vois la nuit, puis je revois le jour. Et c'est mon entourage qui m'a dit, voilà, tu joues depuis 24 heures. Quand on est dans le jeu, 1 heure de jeu, c'est 2 minutes, quoi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le jeu. On perd quand même la notion du temps réel, hein, et quand les parents râlent parce que l'enfant joue depuis 3 heures, lui il joue pas depuis 3 heures, il joue depuis 5 minutes, et du coup il y a une espèce d'incompréhension entre le temps réel observé par les parents et puis le temps perçu par l'adolescent. Vous êtes sevré ou vous jouez encore? Non, là, sinon, parce que je pense que là, je me suis consacré à eux, et que si voilà, j'ai réussi à terminer mes études et à faire une carrière universitaire, je pense que si je jouais, j'abandonnerais. J'aurais pas pu, en fait. Mais ça, vous faites bien. Mais vous connaissez le revers de la médaille. Voilà, mais en fait, ce qui est encore une fois, il y a des choses fausses qui se sont dites, hein, comme le jeu rend autiste, c'est pas vrai. Le regarder des jeux violents rend violent, c'est pas non plus vrai non plus. En revanche, il y a une chose, c'est le temps. Moi, je veux bien ne pas diaboliser les jeux, mais quand à ma consultation, je vois des jeunes qui jouent 10 heures, une journée n'a que 24 heures, et que forcément, ça va avoir des conséquences. Donc encore une fois, étant joueur, loin de moi l'idée de diaboliser, mais il faut accepter que pour une partie des plus fragiles, eh bien, ils auront besoin d'aide, et cette aide, il faut leur offrir. On peut comparer cette addiction qui est comportementale aux autres addictions qui sont plutôt à des produits comme l'alcool, le tabac. Je vais vous donner un exemple, je vous donne la réponse. Si on prend les fumeurs de tabac, 80% des fumeurs de tabac sont dépendants au tabac. Si on prend les jeux vidéo, sur l'ensemble des joueurs, il y a entre 5 et 10% qui seront dépendants. C'est-à-dire que pour le tabac, quelle que soit votre psychologie, vous fumez, vous allez rester dépendant. Pour les jeux vidéo, c'est la fragilité initiale qui va rencontrer je dirais, cet outil ou ce jeu qui va faire que la personne va s'y accrocher. Le modèle le plus semblable, c'est la machine à sous. La machine à sous, il y a des gens qui resteront indifférents à la machine à sous, et on sait qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils s'approchent, vont y être dépendants. J'habite près de la Foire du Trône. Vous voyez, il y a des trucs, on met des pièces là où il y a le chariot qui avance. Si j'y vais, je prends 50 €, parce que je sais que quand on est accroché à ça, on va dépasser les limites instinctivement. Il y a des gens qui se demandent à être interdits sur les casinos. Donc, je crois que le plus comparable, c'est au niveau des autres addictions comportementales, parce que côté tabac, vous avez toute la partie physique, qui est le cancer, etc. Donc, je crois que oui, c'est classé addiction comportementale, mais aussi c'est différent des addictions produits pour les raisons que je viens de vous expliquer. Est-ce qu'il y a des jeux qui seraient plus addictogènes au sens de, est-ce que c'est plutôt les jeux, en fin de compte, avec d'autres, c'est-à-dire, en fin de compte, avoir une communauté, ou est-ce que c'est des jeux contre une machine? Oui, quel est le c'est profil? ce qu'on appelle les jeux PVP, Peer versus Peer, contre PVE versus Engine, et puis les jeux MMO, Massively Multiply Online. C'est sûr que la nature du jeu va avoir de l'importance. Les jeux existent depuis les années 70 en France. Le premier, ça s'appelait Pong. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les petites barres là. Et que personne n'a jamais été addict à ça. Et on a vu apparaître ça dans les fins années 97-98 avec un jeu qui s'appelait World of Warcraft. C'est-à-dire quand c'est multijoueur, quand par exemple il y a ce qu'on appelle des guildes ou des teams.
qui vous oblige à rester, sinon vous êtes banni de la guilde. La deuxième chose, c'est, je dirais, la stimulation de la zone de récompense qui est au niveau du cerveau, ce qu'on appelle tous les récepteurs dopaminergiques. Vous avez des jeux de compétition, des jeux en ligne qui, effectivement, accrochent. D'ailleurs, si on regarde l'évolution du type de jeu, avant, vous payez votre jeu et c'était fini. Donc, c'était à l'achat. La plupart des jeux actuellement sont gratuits. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, plus les jeunes accrochent, plus vous gagnez des sous. Sinon, vous ne gagnez pas des sous. Parce qu'on achète des compléments, des personnages ou des récompenses. Les pay to skin ou les pay to win. C'est-à-dire que... Alors, le modèle, mais ça, c'était un jeu qui était plutôt adulte. Là, c'était Candy Crush, ils appellent ça le jeu de daron. Eh bien, le jeu existait depuis longtemps. Et puis, l'entreprise l'a transformé. Donc, ils vous font jouer, ils vous récompensent. Et ensuite, ils vous frustrent. Et pour regagner, là, vous êtes obligé de donner des sous. Et effectivement, en cas de compétition, il y a un classement. Et qu'à partir du moment où ils sont en ligne, eh ben, vous pouvez avoir un classement national, international, et faire croire que effectivement vous allez devenir un e-sportif, alors que vraiment ça nécessite. Donc effectivement, la dynamique du jeu, le gameplay, va avoir son importance. J'ajoute aussi que les joueurs normaux, entre guillemets, joueront quasiment gratuitement. Et ce sont les plus fragiles qui paieront le plus lourd tribut. À ma consultation, il y a des jeunes qui dépensent 600, 700, 800 euros pour un jeu. Pour rester dans le coup. Pour rester dans le coup, pour avoir un nouveau skin, c'est-à-dire c'était le principe de Fortnite, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des nouvelles combinaisons. Et c'est les parents qui donnent ça ? Alors, où ils donnent, où ils se font voler, puisque j'ai des parents, ils ont changé 4-5 fois leur carte bleue, parce que une fois que le gamin est accroché, aller piquer la carte bleue. Donc, je crois qu'encore une fois, c'est prendre conscience du problème, le nommer et venir en aide aux plus fragiles qui va être important. Vous avez balayé quelques idées reçues, notamment le fait qu'un jeu violent ne rend pas forcément ça, violent. Non, il y a beaucoup d'études, c'est-à-dire qu'il y a eu des faits divers, où effectivement, celui qui était dans le mass shooting jouait avant. Mais comme tout le monde joue, celui qui va faire du mass shooting joue. Ce qui est vrai, c'est la frustration qui va entraîner une agressivité dans les 20-30 minutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a arrêté de jouer, il faut attendre quasiment 1 heure avant de pouvoir s'endormir. Donc, voir des images violentes et que ça rend violent, ça non. En revanche, l'association récompense-frustration engendre chez l'enfant et l'adolescent des moments d'hyper-agressivité dans à peu près entre une demi-heure à l'heure qui suit l'arrêt du jeu. Alors, pour les parents qui écoutent, quels sont en fait les signaux qui doivent les alerter ? Est-ce qu'en fin de compte, pour d'autres addictions, on dit à partir du moment où la vie sociale est complètement perturbée, là, il y a une zone d'alerte. Est-ce que là, c'est le temps pendant lequel on joue ? Et quels sont les signaux ? Je précise toujours que le bien le plus précieux pour un parent, c'est la qualité du lien avec son adolescent. Donc, avant de parler d'outils de repérage, meilleure est la qualité de relation, plus ce sera facile de repérer. Une fois qu'on a dit ça, un adolescent, sa vie, c'est évidemment l'école, c'est la famille, et puis ce sont les loisirs. Et dans les loisirs, il y a les loisirs à l'intérieur et les loisirs à l'extérieur. Et que l'ensemble doit être équilibré en fonction des différentes activités. Si on sent qu'il commence à y avoir un déséquilibre, chute du rendement scolaire, par exemple, ou signe fréquent, l'enfant n'assiste plus aux repas familiaux. Et un repas familial, c'est comme dans les saloons, c'est pas sans revolver, mais sans écran pour tout le monde. Les parents doivent aussi donner l'exemple, et on peut pas demander à un enfant d'arrêter aux jeux vidéo si soi-même on est accro à son portable. Donc il y a des temps familiaux et le repas en est un où les écrans doivent être laissés de côté. Et puis il y a les loisirs. Il y a le sport, la lecture, la musique, et que tout ça doit être
équilibré le plus possible en fonction du souhait de l'adolescent. Maintenant, le critère qui fréquemment qui amène à notre consultation, c'est la chute du rendement scolaire. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui était pas trop mal, et puis subitement, poum, et une chute. Et tous ceux que nous on hospitalise, ce sont des adolescents qui se sont déscolarisés pour ne consacrer leur vie qu'aux jeux vidéo. Et comment font les familles dans ce cas-là? On imagine le désarroi des parents. On a un enfant qui se lève plus le matin pour aller en cours et qui vient plus déjeuner ou dîner le week-end. C'est vrai que là, il faut penser à demander de l'aide. Vous avez ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, qui sont des consultations. Partout. Il y en a 400 disséminées sur l'ensemble du territoire français. Du coup, c'est eux qui sont en charge notamment d'accueillir les jeunes avec des problématiques addictives. Et maintenant, ils sont, je dirais, au courant. Alors la différence là avec les addictions produits, c'est qu'il y a une partie psychologique plus importante. C'est-à-dire que les addictions, par exemple, au tabac, peuvent être prises en charge par la médecine somatique avec des formations. Pour ce qui est d'addictions aux jeux vidéo, ça reste un peu plus psy. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais alors, on fait comment en fait? On coupe complètement le lien avec le jeu vidéo ou il y a une déshabituation pour la réduction du risque, comme on dit. Je pense que tout dépend du stade. Je crois que là, c'est évidemment entamer le dialogue avec son adolescent et évidemment... Ce qui n'est pas le plus facile. Ce qui n'est pas le plus facile. Ce qui n'est pas le plus facile, mais je crois qu'il y a... Alors ça, c'est moi qui utilise des techniques, des ponts. La plupart des jeux s'inspirent de films. Un jeu qui a été très célèbre qui s'appelle Call of est inspiré d'un film qui s'appelle Il faut sauver le soldat Ryan. Donc il y a des ponts possibles entre les parents et les adolescents. Évidemment, plus les enfants sont jeunes, plus il va falloir limiter l'accès. Le problème là, c'est qu'on a des jeunes qui sont suréquipés avec des smartphones, ou même la question du contrôle parental pose question, puisqu'il y en a pratiquement plus. Donc je crois qu'il faut intervenir tôt, équilibrer les choses, et au départ, c'est faux, l'enfant n'autorégulera pas son écran. Ça, c'est pas vrai. Donc, en fait, dès le plus jeune âge, parce qu'ils ont accès aux écrans, c'est 3 ans, voire moins. Donc, il faut s'y prendre assez tôt. Et évidemment, en cas de débordement, essayer de mettre, je dirais, ces barrières en place. Ce qui est bien aussi, ce qui marche pas mal, c'est je dirais, de jongler avec les contradictions. Je vous explique. Vous pouvez dire à un enfant, mais arrête de jouer, etc. Et vous lui demandez, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie après? Est-ce que tu veux passer ton bac? Est-ce que tu veux passer ton examen? Alors là, c'est oui, c'est non. Mais s'il dit oui, il dit, tu peux pas en même temps dire que tu veux passer ton examen et passer 24 heures sur 24 sur les jeux. C'est efficace, ça, chez des ados? Je pense que définir un objectif avec eux, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous interdisez, eux vont prendre ça comme des empêcheurs de tourner en rond, pas pour leur bien. Si je t'interdis les jeux, ce qui est important, c'est pourquoi je le fais. C'est ça qui va être important. Or, si on pense que ce qui compte, c'est le temps, et que le temps sur le jeu va, je dirais, altérer l'avenir, je pense qu'il n'est pas complètement idiot de discuter de ça. De dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire pour ton avenir. Alors, il y a le cas particulier des jeunes qui disent, oui, je vais devenir pro-gamer. Ouais. On connaît un petit peu le milieu. Les pro-gamers, c'est une catégorie très spéciale. Par exemple, ils jouent le jour et la nuit, ils dorment, par exemple. On s'est aperçu que chez les pro-gamers, il y avait un nombre de sportifs de haut niveau qui sont des pro-gamers. Donc, ça nécessite des compétences assez exceptionnelles. Le problème sur le jeu, quand j'ai quelqu'un qui me dit « je veux être professionnel de football », voilà. Bon, je l'envoie au club, en 30 secondes, c'est réglé. Et on lui donne un ballon et l'entraîneur, il va pouvoir dire oui, non. Pour le jeu, parfois, et ça donne l'illusion
alors que vous avez plus de chances de devenir un footballeur professionnel que de devenir un pro gamer. Si on regarde le ratio nombre de joueurs et de professionnels. Moi, j'ai souvent ça, parce que là, du coup, ils disent, ouais, je veux finir pro gamer, donc laissez-moi jouer. C'est mon futur métier. Voilà. Et en fait, non, c'est un peu le miroir aux alouettes. Encore une fois, vous êtes plus de chances de devenir joueur professionnel. Mais en population générale, vous ne prenez pas l'interdiction, vous prenez la limitation. C'est ça. Alors, l'interdiction, tout dépend à quel âge. C'est-à-dire qu'effectivement, au primaire, il faut réglementer, éviter les jeux en ligne. Voilà. Et au collège, progressivement, on lâche. Mais en fait, les bons jeux au départ, c'est les jeux non en ligne où on joue à la maison, quoi. Et pas ce qu'on appelle les MMO. Et en plus, se méfier des jeux gratuit. Et les jeux gratuits, c'est pas gratuit. Et est-ce qu'on peut laisser un enfant seul dans un magasin de jouets avec le vendeur et les parents qui restent à la porte? Ça aussi, ne pas être naïf. La politique commerciale, ça marche. Et que je pense que c'est normal pour les parents. Ils disent, voilà, quand je joue un jeu, j'aime bien connaître le prix au départ. Je l'achète. Et puis, il n'y a pas de sollicitation pour qu'on mette de plus... Ça aussi, c'est non réglementé, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dépenser autant d'argent et ça touche des mineurs où on chante un petit peu la voix parentale. Moi, je trouve que c'est quand même problématique. Alors, il y a une expérience intéressante dans le service que vous dirigez à la clinique de la Fondation de santé des étudiants de France à Sceaux, puisque en fait vous mixez les soins-études, c'est un peu comme le sport-études. Oui, c'est ça. Pour le sport. Comment ça se passe et combien il y a de place? Tout à fait. Alors, on a peu de place parce qu'on est service expérimental. Malheureusement, on a 12 places. On est ça en France, on a 12 places. Alors, comment ça se passe? Si vous voulez, ce que je vous ai dit, c'est que l'addiction aux jeux vidéo est mêlée avec une déscolarisation. Et que si vous les hospitalisez en milieu classique, donc vous arrêtez le jeu, mais la scolarité reste identique. Et quand ils ressortent, et finalement, on retrouve le problème. Quand nous, on les hospitalise, eh bien, c'est un hôpital et une école à la fois. Et quand ils sont rescolarisés, on voit les problèmes qu'il y a. S'il y a de la phobie scolaire, s'il y a la phobie sociale, s'il y a l'angoisse de performance, qu'on va pouvoir traiter en même temps. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on traite l'addiction, plus ils vont aller en cours, et plus ils vont aller en cours, moins ils auront envie de s'adonner H24 sur le jeu vidéo. Si vous voulez, la difficulté, c'est ce qu'on voit en hospitalisation. Évidemment, c'est les cas les plus graves. Leur vie tourne autour du jeu. D'ailleurs, quand je les vois, je commence par discuter de jeu. Quel type de jeu, quel avatar ils ont, quel type de performance, quel skill ils ont, c'est-à-dire leurs compétences, le stuff, c'est-à-dire leur matériel, leur niveau, etc., etc. Ce qui permet d'entrer en contact avec eux et de les rassurer, c'est-à-dire que ces compétences que vous avez acquises sur le jeu, elles sont là, elles sont quelque part. Donc, vous avez des compétences. Donc, essayons effectivement d'utiliser ça pour essayer de vous réinsérer dans les cours. Alors, c'est des petites classes, ils sont entre 5 et 10, les profs sont au courant. Au départ, on ne dit pas de notes, et puis les notes viennent, mais ils sont dans un vrai lycée. C'est une annexe du lycée Lacanal, c'est-à-dire que quand à la fin de l'année, il y a un avis de passage, c'est un vrai avis de passage, et ceux qu'on a conduits jusqu'au bac, généralement, ils l'ont. Ils viennent chez nous. On est quasiment à 100% de réussite quand ils y arrivent. Généralement, ils restent chez nous 1 an. Et il y a à la fois la diminution des écrans et de traiter tout ce qui est sous-jacent. Les difficultés familiales, les difficultés scolaires, les difficultés dans le groupe aussi. C'est-à-dire que le jeu, c'est multifactoriel. Il faut traiter plusieurs choses à la fois. Et donc, ça passe comment concrètement la prise en charge? C'est des consultations avec vous? Alors, il y a des médicaments? Au départ, on a un service de consultation, notamment celui qui est à Paris, à la Croix-Rouge française ou même à Sceaux. On commence par traiter en ambulatoire. Moi, je fais un petit peu le point avec les parents, avec l'adolescent. On crée l'alliance avec deux, on voit ce qui peut être fait en ambulatoire. Quand il y a une déscolarisation, c'est que le gamin ne veut plus aller à l'école, reste 24 heures sur 24 sur les jeux. C'est là où on propose
l'hospitalisation, mais après, oui, 3-4 mois de consultation qui permettent de lui expliquer ce qu'on va y faire. Hein. Et moi, je dis, ben voilà, est-ce que vous souhaitez votre bac ou pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment ça se passe? Et ensuite, il y a l'hospitalisation qui peut être progressive. Ils viennent 1 jour chez nous, puis 2 jours, puis ensuite, ils sont à temps complet. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Ils ont entre 15 et 19 ans, pour les miens, puisqu'on est un lycée. Et du coup, là, il y a le temps de ce qui se passe. Vous avez les temps thérapeutiques, en individuel. Souvent, il peut y avoir un trouble avec déficit de l'attention, une dépression, une phobie. Ensuite, il y a tous les troubles familiaux. Les conflits, etc. Les troubles phobiques, et là on a ce qu'on appelle des médiations thérapeutiques, théâtre, sport, etc. Et ensuite il y a les cours, proprement dit, et toutes les semaines on a des discussions avec les profs qui nous disent voilà ce qui va pas, qui nous permettent de traiter. Voilà. Et aussi avec les parents, j'imagine que Oui, les parents, on les voit devant parce que souvent, il y a eu une difficulté de régulation. C'est-à-dire que pour ce qui est une addiction au jeu, ça commence chez les enfants et généralement, il y a la fragilité de l'adolescent et une difficulté de régulation des parents. Le cas, je vous cite un cas, c'est les parents qui sont séparés et puis qui sont un peu dans la surenchère pour faire plaisir à leur enfant et du coup, eh bien, il y a un défaut de régulation. Et c'est vrai que ça aussi, c'est pris en charge. Et il peut y avoir des médicaments en fonction de la pathologie. Alors, les médicaments, c'est en fonction de la pathologie sous-jacente. Ce qu'on a fréquemment, c'est des TH, c'est des troubles avec de la concentration avec déficit de l'attention. D'ailleurs, ces gamins-là, alors c'est pas le jeu qui entraîne le TDAH, c'est le TDAH qui fait que l'enfant va aller sur le jeu, parce que sur le jeu, il peut avoir une concentration qu'il ne peut pas avoir dans la vie réelle. Le problème, c'est que comme il peut se concentrer sur le jeu, il va s'y adonner sans limite au détriment des autres activités. Donc nous, quand on voit ça, on va traiter. On a le méthylphénidate qu'on va utiliser, c'est les cas les plus fréquents. Vous avez aussi tout ce qui est pathologie phobique, dépression de l'adolescent. Et à chaque fois, le jeu est venu aggraver le trouble. Alors, on a beaucoup parlé de choses qui peuvent paraître négatives, mais peut-être aussi que les jeux, ça peut être positif. Bien sûr. C'est-à-dire que l'utilisation des jeux, à la fois chez les enfants pour se construire et même pour les personnes plus âgées... Bien sûr, là, on est en train de parler de 5 à 10% des adolescents, pas des 90% qui vont bien. Dans même certains cas, ça peut favoriser les liens. Moi, quand je fais des évaluations, je dis, OK, vous jouez, est-ce qu'il y a des rencontres IRL? IRL, c'est in real life. C'est-à-dire que, est-ce que en dehors du jeu, il y a du rencontre. Maintenant, je vous dis que le pourcentage est faible, mais tout le monde joue. Tout le monde ne fume pas du tabac. Donc, je crois qu'il faut évidemment pas diaboliser, mais pas banaliser. Et surtout, et là je m'adresse à la communauté des joueurs, pas nier que ça puisse être un problème pour les plus fragiles. Ça m'énerve un peu qu'on dise mais non, le jeu ne pose absolument pas de problème. Si, pour les plus fragiles, ça en pose et il ne faut pas le nier non plus. Pour terminer, un message pour les familles inquiètes ou pour les joueurs justement qui sentiraient ils ont un peu perdu le contrôle? Oui, moi je dis le jeu doit rester un jeu. Voilà, si ça reste un jeu, c'est bien. Et pour les parents aussi, ça doit rester un jeu. Et puis donner l'exemple aussi. Il y a beaucoup d'écrans dans les familles et rien ne remplace le contact IRL, in real life. Merci beaucoup. Merci, Dr Olivier Fan. On rappelle que vous êtes pédopsychiatre, spécialiste de l'addictologie, en particulier des adolescents, et également chercheur à l'INSERM. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez des questions, si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.